Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le président Macky Sall salue la qualité de l'organisation de sa visite d'État en France. Au-delà des différentes rencontres avec les autorités françaises, le chef de l'État se félicite de la signature de plusieurs accords pour le développement du Sénégal. Le président de la République a visité l'Institut français du pétrole où il a fait une spécialisation il y a plus de 20 ans. Classement API, le ministère de l'économie, des finances et du plan, deuxième sur la liste de Africa Performance Index. Le Sénégal qui obtient également la note B+, de l'agence Standard & Poor's. Deux faits qui marquent la fin de l'année 2016 et qui sont au menu de la rubrique économie de ce jeudi. Goût et couleurs autour d'un sapin à quelques jours de Noël. L'offre est adaptée au choix de chacun, synthétique ou naturelle. La plante que l'on se plaît à décorer a des vertus thérapeutiques qui font également courir les clients. Assure tout cela dans le reportage du jour. Bienvenue à tous. Macky Sall à l'Institut français du pétrole. Le chef de l'État retrouve l'IFP plus de 20 ans après. L'ancien étudiant de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a fait une spécialisation dans cet institut, revient ainsi sur ses pas avec une kyrielle de souvenirs. Aboubakri Kane. Plus de 20 ans après, c'est avec beaucoup d'émotion que le président de la République est revenu à l'Institut français du pétrole, devenu depuis juillet 2010 IFP Énergie Nouvelle. C'est beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions aussi de revoir ce bâtiment de l'école où j'ai fait une spécialisation après ma formation à l'Institut des sciences de la Terre de Dakar. Il y a plus de 2 décennies que l'étudiant, sorti de l'Institut des sciences et de la Terre de l'UCAD, venait approfondir ses connaissances à Paris. Un de ses professeurs se souvient encore de son passage à l'IFP. Je me souviens très bien de lui, c'est-à-dire même si ça fait il y a longtemps, donc je lui avais fait des cours de géophysique et on avait organisé des stages sur le terrain. Donc pendant les stages, on apprend à mieux se connaître, on passe plus de temps ensemble. Et je me souviens au moment de son élection, évidemment j'avais lu la presse et je me souvenais très bien de son visage et de sa personnalité. Et c'est toujours émouvant de revoir ses anciens élèves, mais là, ça l'est particulièrement quand un ancien élève est devenu président. Et évidemment, c'est une fierté pour notre école. L'Institut est créé en 1944 avec comme mission la recherche et l'innovation, la valorisation et la formation. 28 Sénégalais sont diplômés de l'IFP. Sur les traces de ces derniers, une jeune Sénégalaise bénéficie de l'expertise et du savoir-faire de cet institut. C'est une fierté déjà de pouvoir avoir comme référence d'une personnalité sénégalaise le président de la République. Oui, j'ai eu l'opportunité, la chance d'être à l'IFP cette année et le déroulement de son parcours est une inspiration. L'IFP Énergie Nouvelle entend mettre à la disposition du Sénégal son savoir-faire et son professionnalisme. Un partenariat et une coopération forte et dans la durée devraient permettre au Sénégal de bénéficier de l'expertise française. Le groupe IFPEN sera très heureux de contribuer au développement de votre industrie des hydrocarbures et met à la disposition de votre pays son expertise, ses technologies et sa capacité de formation, en particulier dans le cadre de la création de l'Institut national du pétrole et du gaz du Sénégal. Avec la découverte de gaz et de pétrole au Sénégal, il faut d'abord une planification avant toute action. Un besoin de conseil et d'accompagnement de ce groupe industriel performant. Nous avons besoin plus que jamais d'une bonne expertise pour accompagner cette nouvelle orientation de notre pays. Nous avons besoin de ressources humaines de qualité dans tous les secteurs et ce sont des secteurs complexes. Placé parmi les 100 organismes les plus innovants au monde, l'IFP a signé une lettre d'intention avec le comité d'orientation stratégique Pétrogaz. Elle est relative à toute la chaîne pétrolière et gazière. L'Institut a également remis au président Macky Sall une médaille de son prix Nobel de chimie, tout comme un diplôme d'honneur. Puis le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables invite la jeunesse à davantage faire le choix des sciences et techniques. Thierno Alassane Sall, que vous allez entendre, indique la voie aux étudiants afin de permettre au Sénégal de garder son autonomie dans le cadre de la valorisation de ses ressources.
Nous allons très rapidement, à travers le COS, le ministère de l'Enseignement supérieur, les autres ministères de l'Industrie qui sont concernés, essayer de trouver ensemble les meilleurs types de formation adaptés à la situation du Sénégal. La présence ici marque la volonté du Sénégal de s'approprier les meilleures technologies. On est dans un monde qui a plus que jamais été gouverné par le savoir et la connaissance. Notre retard vis-à-vis des pays développés, c'est surtout un problème d'organisation, de planification et de maîtrise des meilleures technologies. Et les découvertes de pétrole et de gaz nous offrent des perspectives nouvelles. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est aussi une invite répétée aux jeunes Sénégalais, à la jeunesse sénégalaise. Cela se passera dans le domaine des technologies. Maintenant, pour nous en particulier, toutes les technologies liées au métier du pétrole et du gaz constitueront un défi à maîtriser pour notre souveraineté. Le président de la République dresse son bilan positif de sa visite en France avec les différents accords signés. Il reste à organiser le cadre d'intervention pour renforcer les relations déjà excellentes entre le Sénégal et la France. Nous écoutons le président Macky Sall. C'est une visite qui a été extrêmement bien organisée par le gouvernement français, l'État français, je dirais, parce que c'est une visite d'État. Je tiens à exprimer toute ma gratitude au président François Hollande pour l'amitié et la considération dont il a fait montre, mais l'amitié aussi pour renforcer la coopération déjà excellente entre la France et le Sénégal. J'ai pu rencontrer l'ensemble des autorités, des institutions, le président de la République lui-même, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, Madame la maire de Paris. Donc pour le volet institutionnel, j'ai aussi visité des entreprises, notamment l'entreprise Alstom qui va développer le train express régional. J'ai pu aussi avoir une importante activité académique. J'ai été fait docteur honoris causa au Conservatoire national des arts et métiers. J'ai aussi été admis à l'Académie des sciences d'outre-mer. C'est une visite réussie. Bien sûr, beaucoup d'accords ont été signés et ces accords permettront d'organiser le cadre d'intervention. Nous avons par exemple des accords dans le domaine de l'écologie, de l'économie d'énergie avec Ségolène Royal et le ministère de l'énergie du Sénégal. Nous avons des accords avec Bercy sur les mécanismes de financement innovants pour nous accompagner. Et vous savez que, quoi qu'on puisse dire, la France reste notre premier partenaire économique et financier. Donc sur toutes ces questions et sur d'autres, vraiment le cadre a été balisé pour renforcer la relation. Ce sont donc là les temps forts, les derniers instants de la visite d'État du président Macky Sall en France que nous avons fait vivre grâce à une collaboration entre TV5 et la RTS. L'OFOR et l'administration territoriale revisitent les contours de la réforme hydraulique rurale. L'Office des forages ruraux veut mettre en place des mécanismes efficaces pour une meilleure gestion de la distribution en eau potable dans les zones rurales. Fatou Diouf. Régler la question de l'accès en eau potable dans les zones rurales, c'est soulager les femmes qui parcourent des kilomètres à la recherche du liquide précieux. Pour y parvenir, l'Office des forages ruraux OFOR a entamé la deuxième phase du projet de réalisation de 250 forages dans plusieurs villages du Sénégal. La réforme qui contient les orientations doit être connue de l'administration territoriale et c'est tout le sens de cet atelier de partage. La réforme va commencer à prendre son envol avec la mise en place de la première délégation. La deuxième va se mettre en place, la troisième effectivement. Donc il était nécessaire à nos niveaux qu'on regroupe tous les gouverneurs, qu'on remercie au passage d'avoir fait le déplacement sur Dakar pour discuter avec eux sur certains points critiques à ce qui concerne la réforme. Nous avons tous droit à de l'eau potable, nous avons tous droit à de l'eau de façon continue, nous avons tous droit à de l'eau en fonction de nos besoins. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas et nous sommes en train de travailler pour régler ces problèmes définitivement. C'est tout le fondement de la réforme de l'hydraulique rurale. La gestion communautaire de l'eau atteint ses limites, panne récurrente de forage, cherté de l'eau et une qualité qui laisse à désirer. Des changements s'imposent pour garantir aux populations rurales une eau potable de qualité, en permanence et à moindre coût. De tout temps, les problèmes améliorés ont été gérés. Les populations ont été confrontées à des pannes
des arrêts longue durée, ce qui causait beaucoup de désagréments. C'est pour cette raison que le président de la République a ordonné une nouvelle stratégie de réforme axée d'abord sur la création de l'Office des foyers ruraux en lieu et place de l'ancienne direction de l'exploitation et de la maintenance, qui aujourd'hui n'existe plus. Et le rôle de l'Office, comme l'a dit son directeur général, c'est de mettre en œuvre cette réforme, dont la finalité est de permettre à tout le monde d'avoir accès à l'eau. Le fort, l'administration territoriale, les partenaires techniques et financiers vont discuter des grandes lignes de la réforme sur l'hydraulique rurale, les enjeux et les défis à relever. À terme, de fortes recommandations sont attendues afin d'améliorer l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Le ministère des Postes et Télécommunications lance le processus d'élaboration de sa lettre de politique sectorielle de développement. Le département entend bâtir une orientation budgétaire efficace au profit des populations. Lamine Touré. Un canevas d'orientation stratégique à définir pour le ministère des Postes et Télécommunications. Il s'agit de la lettre de politique sectorielle de développement. Son processus d'élaboration intervient après la finalisation du document Sénégal numérique 2025. Sa mise en œuvre permet une meilleure orientation de l'action du gouvernement et de nos partenaires au développement, mais également une amélioration des performances des sous-secteurs de mon département. Aujourd'hui, force est de constater que les sous-secteurs dont nous avons la charge connaissent des évolutions rapides et importantes. Tout d'abord, l'environnement postal. Dans un cadre plus général, cette politique va favoriser des investissements financiers efficients au profit des populations. Elle fait partie des directives de l'UEMOA en matière de gestion des finances publiques. Ça veut dire que toutes les actions et tous les objectifs visés dans cette lettre de politique sectorielle devraient pouvoir concourir à atteindre les objectifs du plan Sénégal émergent, mais aussi ceux des ODD. Cette rencontre ouvre de larges concertations entre tous les acteurs des postes et télécommunications. L'objectif est de bâtir un programme ministériel consensuel à mesure de trouver un budget-programme adéquat. Deux faits économiques en cette fin d'année 2016. D'abord, le classement des ministères de l'économie et des finances les plus performants en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Sénégal sort deuxième derrière la Côte d'Ivoire, classement fait par API, Africa Performance Index. L'autre fait concerne la dette souveraine du Sénégal, notée par l'agence Standard & Poor's. Le Sénégal y récolte un B+. On en parle dans la rubrique économie avec Aram Daoua. La Côte d'Ivoire première, le Sénégal deuxième. Pour l'Africa Performance Index, outil qui évalue, note et classe des institutions du secteur public, le corpus des ministères de l'économie et des finances de ces deux pays constitue un duo de référence en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ça nous motive davantage. Je pense que ça l'est également pour le président de la République. C'est un motif de satisfaction d'avoir un duo au ministère de l'économie, des finances et du plan, Amadou Ba et Birima Mangara, qui ont su quand même traduire sa vision, le plan Sénégal émergent, dans les politiques publiques. La Sierra Leone, le Cameroun, le Ghana, la Centrafrique, le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, Sao Tomé et Principe complètent respectivement le top 10 des ministères de l'économie et des finances les plus performants. Le résultat est logique, parce que c'est une comparaison entre des États de la CEMAC, de l'UEMOA. Déjà, entre les deux zones, nous savons que les pays de l'UEMOA ont quand même des avances sur les pays de la CEMAC dans le domaine de la gestion des finances publiques. Dans la zone de l'UEMOA, c'est logique également que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, compte tenu donc de leur expérience, compte tenu de leur passé, soient classés donc premiers. La boîte secrète de la Côte d'Ivoire et du Sénégal est à chercher dans la gestion macroéconomique et institutionnelle, à commencer par la croissance pour le Sénégal. On a pu atteindre un taux de croissance économique de 6,5% en 2015. Pour 2016, nous tablons sur 6,6%, c'est presque acquis. Et pour 2017, les projections nous donnent
un taux de croissance de 6,8%. Nous avons un déficit budgétaire qui est relativement maîtrisé. Je pense que nos services des impôts et des douanes, le Trésor, sont en train d'abattre un travail exceptionnel. D'autres indicateurs, la rationalisation des dépenses courantes ou encore l'accroissement des dépenses d'investissement. À côté de ça, on a quand même le soutien de la communauté internationale. Certes, nous comptons sur nos propres moyens pour se développer, parce que nos dépenses d'investissement aujourd'hui sont financées à hauteur de 62% sur ressources internes et à 38% sur ressources extérieures. Mais du fait de la qualité des politiques publiques que nous menons, on a un soutien accru de la communauté internationale. Le classement a pour objectif de susciter les réformes qu'il faut. Il encourage d'ailleurs les deux premiers à continuer d'investir dans la transparence, dans la gouvernance fiscale et la communication financière. Aujourd'hui, la question de la transparence est devenue essentielle dans la gestion publique de manière générale et plus spécifiquement dans le domaine de la gestion des finances publiques. Ces derniers mois au Sénégal, on l'a vécu, on a vu tout le débat qu'il y a eu autour de la gestion des ressources minières. Et ce n'est pas seulement propre au Sénégal. La société civile devient de plus en plus exigeante, le citoyen devient de plus en plus exigeant. Il est important que les gouvernants puissent à tout moment essayer de faire preuve de transparence dans leur action. La communication est la base donc, de cette transparence-là, parce qu'il faut communiquer avec les populations, il faut expliquer aux populations ce qu'on fait, il faut rendre compte. Ce classement, réalisé en partenariat avec West Cape Strategy Group, intervient dans un contexte où la dette du Sénégal vient une fois d'être notée par Standard & Poor's avec un B+. Je pense que cette notation confirme que nous avons une dette soutenable. On encourt de la dette rapportée à notre richesse nationale qui est de l'ordre de 57%, donc inférieur aux 70% normes communautaires de l'UEMOA. La gestion des finances publiques, la compétitivité de l'économie nationale, le contrôle des actions publiques, autant de rôles dévolus au ministère de l'économie et des finances, une mission stratégique qui fait que l'API a voulu les jauger. La rubrique économie du jeudi avec Aram Dao. La BRVM invite le secteur privé et les États membres de l'UEMOA à davantage s'approprier cet outil économique. La Bourse régionale des valeurs mobilières veut mettre la presse à contribution pour étendre son champ d'action dans la sous-région. Jeanne Dior. Ce tableau présente le marché financier des pays membres de l'UEMOA. Il affiche les indices qui reflètent la tendance des valeurs, leurs variations, mais aussi la quantité des marchés conclus. Ce travail est fait au quotidien grâce au bulletin officiel de la cote. Titre pour certains ou valeur mobilière pour d'autres, le marché des capitaux doit être bien connu des populations. Les journalistes en premier lieu. La bourse a été méconnue et elle n'a pas véritablement encore délivré tout ce qu'elle a, comme on le dit de façon triviale, dans son ventre, pour le bonheur de nos peuples. La presse, pour nous, constitue aujourd'hui un vecteur puissant. La presse peut aussi contribuer au changement de la mentalité économique sur l'emprunt et l'investissement, par exemple. Le traitement de l'information financière revêt une importance particulière parce qu'elle va permettre véritablement de favoriser cette prise de conscience économique, sociale et financière dont nous avons besoin pour faire découvrir, par exemple, cet outil puissant qu'est la BRVM au service du développement de nos États. Une analyse du champ médiatique de la BRVM montre qu'en Afrique, peu de publications et de productions sont faites sur le marché financier ou monétaire. Une absence de motivation que les journalistes tentent d'expliquer. Les institutions financières qui sont censées nous donner des informations ne nous les livrent pas réellement. Ils se cachent derrière l'histoire de l'obligation de réserve. Et on est souvent accusé ou interpellé et on nous dit « Ah, mais vous ne faites rien en matière d'économie, vous parlez que politique ». C'est peut-être parce qu'on a des interlocuteurs en matière de politique. Les journalistes ont aussi la mission d'informer les gouvernés sur le marché obligataire ou celui des actions, mais la volonté des gouvernants est aussi nécessaire. Les 8 pays de l'UEMOA ont un seul objectif, asseoir une économie de croissance.
Mais c'est pour cela que je pense que nous avons également une mission de faire ancrer ce que nous appelons la culture boursière, pour que les gens comprennent que le marché financier est là pour accompagner les économies. Actionnaire et un des pères fondateurs de la Bourse régionale des valeurs mobilières, le Sénégalais et architecte Pierre Goudiaby est porté à la présidence du conseil d'administration depuis janvier 2015. Atepa précise que les indices sont bons. Le seul pari, c'est d'amener les États à solliciter davantage la bourse. Nous avons nous-mêmes fait le tour des chefs d'État il y a quelques mois et partout, ils ont accepté de voir comment amener plus de sociétés étatiques à la bourse pour privatiser au moins une partie des sociétés d'État. Le moment n'est-il pas venu de rompre avec cette culture de faire des emprunts ailleurs? Les acteurs du marché de répondre par l'affirmative, car selon eux, l'institution à elle seule peut couvrir l'ensemble des emprunts obligataires de ses membres. J'ai entendu souvent dire que l'État a fait tel emprunt obligataire, il passe par nous. Parfois, ils empruntent en monnaie forte. Ils lèvent par exemple ce qu'on appelle des eurobonds. Pour les rembourser, c'est très lourd. C'est très lourd. Mais bon, je pense que les États, en tout cas nos dirigeants, de plus en plus sont conscients de ça. 20 ans autour de la valorisation du marché financier de l'espace, n'est-ce pas là une occasion de faire le point de l'évolution de l'institution, une façon d'évaluer le travail effectué, mais aussi de mesurer les défis afin de mieux fructifier le capital de la bourse régionale. Les fêtes de fin d'année se préparent sur le boulevard du Centenaire ou à la pépinière de Soumbédioune. Différents types de sapins ornent les lieux. Certains clients préfèrent les sapins synthétiques, d'autres choisissent les sapins naturels pour leur vertu thérapeutique. Noël, goût et couleurs autour des sapins, c'est un reportage de Anaïs Nyanyamane. Des objets de décoration tout au long du boulevard du Centenaire. Les fêtes de fin d'année approchent. Les vendeurs de sapins synthétiques s'activent pour présenter leurs produits. On en vend les sapins, les guirlandes, les œufs de lumière, les décorations et les réseaux autour. Beaucoup de choses ici. Tout un arsenal pour égayer le sapin. La clientèle se fait rare malgré les prix jugés abordables par les commerçants. Il y en a un sapin de petits 3 000, il y en a 5 000, il y en a 20 000. Il y en a 25 000, beaucoup de sapins ici. Les clients viennent au compte-gouttes, mais d'ici le 24, on espère qu'ils viendront en masse pour acheter nos sapins. Pour faire plaisir à ses enfants, Mouche Gaye n'hésite pas sur les moyens. Bon, je suis venu payer des décorations pour ma fille, des cadeaux et consorts. Cette année-là, c'est un peu cher par rapport aux années passées, parce que j'ai payé ça à 4 000. Et puis auparavant, j'ai payé ça à 2 000 francs. Mais cette année, j'ai payé ça à 4 000 francs. Ah, mais c'est devenu naturel, quoi. Chaque année, on paye des cadeaux et consorts pour nos enfants. Autre type de sapin, l'arbre de Noël naturel, dont le nom scientifique est Araucaria. La pépinière de Soumbédioune propose ces plantes à 10 000 francs l'unité. Ce sont des sapins naturels. C'est comme toutes les sortes de plantes qu'on trouve ici au Sénégal. Son aspect décoratif, on l'utilise pour décorer la maison, pour les fêtes de Noël aussi. Les enfants aiment beaucoup ça. Ça dépouille l'environnement. On en a 200, mais en ce moment, on en a vendu 100. On les vend à 10 000 francs. Les rares Sénégalais qui s'en procurent pour les enfants louent les vertus du sapin naturel. Les plantes là, pour jënd. Wow. Je suis venu acheter 3 sapins naturels, des plantes que mes enfants apprécient beaucoup, et c'est bon pour leur santé. Naturel ou synthétique, le sapin de Noël est très prisé par les Dakarois en cette période de fin d'année. Beaucoup font de leur mieux pour s'en procurer au grand bonheur de toute la famille. Hier, c'était les journées régionales de la sécurité routière. L'entente des mouvements et associations de développement s'engage à mener le combat pour la réduction des accidents de la circulation. 5 jours de campagne à Dakar, c'est le premier coup de klaxon qu'ils ont donné. Thierry Armolossi. 5 jours pour sillonner toute la région de Dakar. L'entente des mouvements et associations de développement EMAD a l'ambition de réduire
les accidents de la circulation. Nous interviendrons à l'école, dans les établissements scolaires, au niveau aussi, disons, des lieux qui regroupent, disons, le plus d'usagers de la route. Les activités de sensibilisation thématiques, ils seront développées et en même temps aussi nous ferons intervenir, disons, pour nous mettre un peu au goût du jour de la culture urbaine. Avant cette campagne sur Dakar, EMAD a en 12 mois fait le tour du Sénégal. En contact direct avec les usagers de la route, il fallait créer une synergie pour la bonne cause. Il y avait quelque part, disons, en fin de compte, de la dissonance. Donc, de prime abord, donc, nous nous étions dit qu'il fallait, avec la diversité d'acteurs, aller dans le sens, disons, d'une convergence. C'est ainsi que, au niveau de chaque région, nous avons pu, ce qui nous a été facilité aussi par tous les acteurs, toutes les catégories confondues, à la mise en place de ce que nous appelons les cadres régionaux de concertation. Au Sénégal, en 2015, 400 personnes ont perdu la vie sur nos routes. Pour EMAD, les conducteurs doivent se débarrasser des comportements à risque et adopter les bonnes pratiques sécuritaires. Nous prenons la route de Mbao. Bientôt, la cité Sicap Grand Mbao verra le jour. Plus de 600 villas, plus 400 appartements seront construits dans ce site. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie, Diène Farbassar, qui salue la démarche de la SICAP pour offrir aux Sénégalais un toit décent à Diop. Le programme SICAP Grand Mbao est composé de 628 maisons, de 406 appartements et d'immeubles. La pose de la première pierre marque le début des travaux de cette cité grandeur nature dans un quartier qui a déjà beaucoup de commodités. Pour répondre aux besoins croissants des populations en logement, commerce, services de proximité et équipement public, la SICAP SA a lancé 7 nouveaux programmes. SICAP Grand Mbao avec 628 unités d'habitation, donc ici. SICAP Lac Rose avec 2227 unités d'habitation. SICAP Rue 10 avec 6 immeubles comprenant plusieurs dizaines d'appartements. SICAP Mbao 3 avec 161 parcelles viabilisées. SICAP Liberté 3 avec 4 immeubles comprenant plusieurs dizaines d'appartements. Et SICAP Mamilor avec 1118 parcelles viabilisées. Écoles, lieux de culte, espaces verts, l'urbanisation dans le vrai sens du terme. SICAP Grand Mbao veut offrir aux résidents une cité conviviale et respectueuse, superficie 10 hectares. L'opération dénommée SICAP Grand Mbao est prévue en 2 phases pour une durée de construction de 1 an par phase. Le programme comprend 628 unités d'habitation réparties comme suit: 86 villas de type moyen économique, 102 villas de type moyen standing, 24 villas de type moyen standing et 406 appartements de 4 pièces sur 103 mètres carrés. Pour les autorités qui ont fait le déplacement, ce projet entre en droite ligne avec le plan Sénégal émergent dans son volet habitat. D'importants travaux de viabilisation accompagnant ce projet. Des terrassements généraux, de la voirie bitumée au niveau de tous les axes, du réseau d'adduction d'eau potable, du réseau d'électrification et de l'éclairage public. Ce projet permet également de poursuivre l'objectif de baisse du prix du logement, comme le prône son Excellence M. Macky Sall, président de la République, qui a initié un vaste chantier de réforme du secteur. Ce projet a vu également la participation d'Ora Bank, qui a mis sur la table plus de 2 milliards pour aider la SICAP à réaliser ses projets. L'Union des conseillers des affaires étrangères du Sénégal, dans le cadre de la 2e édition de l'Agora diplomatique, a organisé un débat autour du thème « Dialogue intergénérationnel sur la politique extérieure du Sénégal face aux mutations ». Voici le reportage de Aminata Bengfal. Dans un contexte mondial en perpétuelle mutation, un dialogue intergénérationnel devrait permettre au Sénégal de mieux définir la voie à suivre pour faire face à cette situation. Un thème d'actualité débattu lors de cette 2e édition de l'Agora diplomatique de l'Union des conseillers des affaires étrangères du Sénégal. Disons, on s'interroge sur la politique extérieure du Sénégal, les moyens de sa mise en œuvre, la diplomatie donc. Donc voilà, c'est un thème actuel qui appelait, je le pense, une démarche d'abord historique, ensuite d'expérience, ensuite de prospective,
d'où le format du dialogue intergénérationnel. Autre volet important soulevé lors de cette rencontre, la place que le Sénégal doit accorder à ses relations avec son voisinage direct. Notre sécurité dépend d'abord de nos voisins. Si leur maison brûle, nous devons aller à leur secours. Et de la même façon, nous devons faire en sorte qu'une mauvaise graine ne vienne pas de leur part pour venir déstabiliser notre pays. C'est là tout le problème de la cohabitation et du voisinage. Parce que Bismarck disait que la diplomatie peut tout changer sauf la géographie. Après un exposé sur les droits humains et les conventions que le Sénégal a ratifiées, l'ambassadeur Ibrahima Khalil Seck n'a pas manqué de souligner la fermeté du président de la République sur la position du Sénégal concernant l'homosexualité. Le Sénégal, qui fait partie de l'OCI, qui est aussi un pays africain, fait partie donc des pays qui essaient de résister à cela. Le président de la République a publiquement donné la position du Sénégal. Je crois que voilà, c'est un des thèmes sur lesquels peut-être il faudrait réfléchir pour savoir comment le Sénégal doit réagir, parce qu'actuellement, sur la scène internationale, en réalité, ce camp-là est un camp qui est passif face à des gens qui réfléchissent, qui prennent des politiques pour essayer de promouvoir ce genre de thème-là. Cependant, on ne peut pas parler des nouvelles mutations sans aborder la révolution numérique. Un des intervenants a invité les participants à intégrer cette nouvelle donne et les changements qu'elle implique. Justement, l'Agence de l'informatique de l'État a engagé une équipe et a entièrement équipé la salle multimédia du CM de Grand Yoff. L'ADIE a remis à l'établissement 15 ordinateurs et des accessoires informatiques, remise des équipements à l'occasion de la cérémonie de récompense des meilleurs élèves de l'année 2015-2016 d'Amsila. Dans le cadre de sa mission de réduire la fracture numérique et l'exclusion sociale par la généralisation de l'accès aux TIC, l'ADIE a construit cette année 50 salles informatiques sur toute l'étendue du territoire national. Au collège d'enseignement moyen de Grand Yoff, la salle multimédia est entièrement équipée par l'Agence de l'informatique de l'État. Nous comptons poursuivre l'accompagnement que nous sommes en train de faire au niveau des établissements. Nous avons entrepris un vaste chantier d'établissement de salles multimédia. Cette année, par exemple, nous avons construit près de 50 salles au sein de tout le territoire national, notamment dans les zones assez défavorisées, assez désenclavées, pour permettre à tous nos élèves de pouvoir avoir accès à l'outil informatique. L'outil informatique est aujourd'hui indispensable pour un enseignement de qualité. Avec l'équipement de la salle multimédia du CM de Grand Yoff, les performances vont sans nul doute s'améliorer. Cheikh Barham est en train de faire émerger l'école à sa façon, en nous dotant d'un outil informatique, d'une salle multimédia. Et nous, tous les élèves, le corps professoral et moi-même sommes très contents, très heureux d'avoir accueilli cet outil qui est indispensable pour la réussite des élèves et pour la promotion du Sénégal en général. Le CM de Grand Yoff est un établissement qui a toujours enregistré de bons résultats et a produit de hauts cadres de l'administration sénégalaise. Avec cet appui de l'ADIE, ces pensionnaires promettent d'assurer la relève. On l'apprécie parce qu'il y a des avantages pour nous, comme s'il y a des professeurs qui nous donnent des recherches à faire. Et on n'a pas les moyens pour aller au cyber pour les faire. Le professeur qui est à la salle nous donne l'occasion de faire ça avec les ordinateurs. La cérémonie de remise d'équipements informatiques a été une occasion de remettre des prix aux meilleurs élèves du CM de l'année 2015-2016. Des diplômes de reconnaissance ont été également remis aux différentes personnalités qui ont participé à la bonne marche de l'établissement. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous conduit au Mexique, en Allemagne et en RDC, mais également au Nigeria où l'armée a libéré plus de 1800 civils des mains de Boko Haram. Anaïs Nanyamane. L'armée nigériane a libéré plus de 1800 civils des mains de Boko Haram. Elle a aussi capturé plus de 500 de ses combattants. D'après les déclarations d'un haut responsable de l'armée, les captifs étaient libérés après plusieurs opérations des forces armées menées dans la forêt de Sambasa, bastion du groupe islamiste dans le nord-est du pays.
Entre le 14 et le 21 décembre, 564 terroristes de Boko Haram ont été arrêtés et 19 autres se sont rendus. Déclaré techniquement vaincu par le gouvernement, Boko Haram mène désormais des attaques ciblées en utilisant le plus souvent des femmes et des jeunes filles kamikazes. En RDC, l'Église catholique a sommé les acteurs politiques de trouver une issue à la crise qui paralyse leur pays avant Noël. L'ultimatum leur a été adressé par les évêques catholiques congolais. C'était lors de la reprise des négociations de dernière chance qui s'était tenue sous l'égide de la conférence épiscopale du pays. Les évêques ont promis de tirer toutes les conséquences si les acteurs politiques et la société civile ne parvenaient pas à un compromis avant le 25 décembre. Cette pression intervient alors que le pays fait face à une vague de violence enregistrée depuis le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Le bilan de l'explosion au Mexique s'est alourdi. 36 personnes ont perdu la vie dans l'explosion du marché spécialisé dans les feux d'artifice et 76 sont blessés. Pour rappel, plusieurs centaines de personnes étaient venues sur ce marché de San Pablito pour acheter des feux pyrotechniques à quelques jours du réveillon de Noël. Et enfin, pour les autorités allemandes, cette fois, plus de doute. Le Tunisien Anis Amri serait bien l'auteur de l'attentat au camion contre le marché de Noël de Berlin. Le ministre de l'Intérieur a confirmé que ses empreintes digitales avaient été retrouvées sur la portière du poids lourd. L'homme de 24 ans était connu des services de police comme étant un dangereux islamiste. Il avait même été surveillé pendant plusieurs mois. 3 jours après l'attentat, il reste introuvable. Et la chancelière allemande s'efforce d'apaiser la polémique. Anis Amri fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen et 100 000 € sont offerts à qui pourra aider à le localiser. Sport auréolé d'un 4e titre continental, les Lions du beach soccer sont rentrés hier au Bercail. Le retour après le sacre au Nigeria est marqué par un accueil chaleureux. Sedina Luntiko. Quand ils sortent de l'aéroport, ils sont célébrés par un 12e gagné plus que jamais satisfait de leur performance. Le 4e titre d'Al-Senidia et les siens est fêté. On danse, on chante, mais quelle fut longue l'attente de l'arrivée des Lions du beach soccer. Leur avion, il était prévu qu'il atterrisse à Dakar à minuit 30. Mais supporters et officiels ont dû faire preuve de patience puisque c'est à cette même heure que les hommes de Galasila ont quitté Lagos. Leur décrocher en valait bien l'effort, surtout quand votre enfant fait partie du groupe. Pour Doudoufal, père du meilleur buteur du tournoi Babacar Fall, cela méritait bien une nuit blanche. Parce que vraiment, la longue attente prend fin à 6 heures. Les héros sont accueillis en premier par le ministre des Sports et le vice-président de la fédération. Tous fiers de ces valeureux lions. Toute discipline qui fait des résultats force le respect à l'ensemble des décideurs et des responsables des fédérations. C'est le moment de remercier l'ensemble de la Fédération sénégalaise de football, les vice-présidents qui sont là, président Augustin, mais féliciter aussi Chita et l'entraîneur Ngala qui ont fait en tout cas du bon travail. Ce sont des jeunes qui méritent de la nation, qui ont ramené cette Coupe d'Afrique au Sénégal. Et à chaque fois qu'une Coupe d'Afrique revient au Sénégal, c'est la fierté effectivement de tous les Sénégalais. Les hommes de Galasila, après un voyage épuisant, ont pu apprécier la mobilisation des supporters. Ils en sont touchés. Je suis très content. Je ne peux pas parler quoi. Je suis très content. On avait un objectif, c'était d'aller reprendre notre titre de champion d'Afrique. Et on l'a fait, on est très content, alhamdoulilah. C'est un plaisir aujourd'hui, on n'a même plus les mots pour parler, parce qu'à cette période de froid, on va aujourd'hui à cette heure-là, les Sénégalais ici, ça nous fait un très grand plaisir. Les Lions se sont livrés par la suite à une séance photo avant de rentrer chez eux pour un accueil familial, on imagine encore plus chaleureux. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Gestion de la distribution en eau potable dans les zones rurales. Fatou Diouf.
Régler la question de l'accès en eau potable dans les zones rurales, c'est soulager les femmes qui parcourent des kilomètres à la recherche du liquide précieux. Pour y parvenir, l'Office des forages ruraux OFOR a entamé la deuxième phase du projet de réalisation de 250 forages dans plusieurs villages du Sénégal. La réforme qui contient les orientations doit être connue de l'administration territoriale et c'est tout le sens de cet atelier de partage. La réforme va commencer à prendre son envol avec la mise en place de la première délégation, la deuxième va se mettre en place, la troisième effectivement. Donc il était nécessaire à nos niveaux qu'on regroupe tous les gouverneurs, qu'on remercie au passage d'avoir fait le déplacement sur Dakar pour discuter avec eux sur certains points critiques à ce qui concerne la réforme. Nous avons tous droit à de l'eau potable, nous avons tous droit à de l'eau de façon continue, nous avons tous droit à de l'eau en fonction de nos besoins. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas et nous sommes en train de travailler pour régler ces problèmes définitivement. C'est tout le fondement de la réforme de l'hydraulique rurale. La gestion communautaire de l'eau atteint ses limites. Panne récurrente de forage, cherté de l'eau et une qualité qui laisse à désirer. Des changements s'imposent pour garantir aux populations rurales une eau potable de qualité, en permanence et à moindre coût. De tout temps, les foyers améliorés ont été gérés. Les populations ont été confrontées à des pannes, des arrêts de longue durée, ce qui causait beaucoup de désagréments. C'est pour cette raison que le président de la République a ordonné une nouvelle stratégie de réforme axée d'abord sur la création de l'Office des foyers ruraux en lieu et place de l'ancienne direction de l'exploitation et de la maintenance, qui aujourd'hui n'existe plus. Et le rôle de l'Office, comme la direction du directeur général, c'est de mettre en œuvre cette réforme, dont la finalité est de permettre à tout le monde d'avoir accès à l'eau. Le fort, bien organisé par le gouvernement français, l'État français, je dirais, parce que c'est une visite d'État. Je tiens à exprimer toute ma gratitude au président François Hollande pour l'amitié et la considération dont il a fait montre, mais l'amitié aussi pour renforcer la coopération déjà excellente entre la France et le Sénégal. J'ai pu rencontrer l'ensemble des autorités, des institutions, le président de la République lui-même, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, Madame la maire de Paris. Donc pour le volet institutionnel, j'ai aussi visité des entreprises, notamment l'entreprise Alstom qui va développer le train express régional. J'ai pu aussi avoir une importante activité académique. J'ai été fait docteur honoris causa au Conservatoire national des arts et métiers. J'ai aussi été admis à l'Académie des sciences d'outre-mer. C'est une visite réussie. Bien sûr, beaucoup d'accords ont été signés et ces accords permettront d'organiser le cadre d'intervention. Nous avons par exemple des accords dans le domaine de l'écologie, de l'économie d'énergie avec Ségolène Royal et le ministère de l'énergie du Sénégal. Nous avons des accords avec Bercy sur les mécanismes de financement innovants pour nous accompagner. Et vous savez que, quoi qu'on puisse dire, la France reste notre premier partenaire économique et financier. Donc sur toutes ces questions et sur d'autres, vraiment le cadre a été balisé pour renforcer la relation. Ce sont donc là les temps forts, les derniers instants de la visite d'État du président Macky Sall en France que nous avons fait vivre grâce à une collaboration entre TV5 et la RTS. L'OFOR et l'administration territoriale revisitent les contours de la réforme hydraulique rurale. L'Office des forages ruraux veut mettre en place des mécanismes efficaces pour une... C'est-à-dire même si ça fait il y a longtemps, donc j'avais fait des cours de géophysique et on avait organisé des stages sur le terrain. Donc pendant les stages, on apprend à mieux se connaître, on passe plus de temps ensemble et je me souviens au moment de son élection, évidemment j'avais lu la presse et je me souvenais très bien de son visage et de sa personnalité. Et c'est toujours émouvant de revoir ses anciens élèves, mais là ça l'est particulièrement quand un ancien élève est devenu président et évidemment c'est une fierté pour notre école. L'Institut est créé en 1944 avec comme mission la recherche et l'innovation, la valorisation et la formation. 28 Sénégalais sont diplômés de l'IFP. Sur les traces de ces derniers, une jeune Sénégalaise bénéficie de l'expertise et du savoir-faire de cet institut. C'est une fierté déjà de
pouvoir avoir comme référence d'une personnalité sénégalaise le président de la République. Oui, j'ai eu l'opportunité, la chance d'être à l'IFP cette année et le déroulement de son parcours est une inspiration. L'IFP Énergie Nouvelle entend mettre à la disposition du Sénégal son savoir-faire et son professionnalisme. Un partenariat et une coopération forte et dans la durée devraient permettre au Sénégal de bénéficier de l'expertise française. Le groupe IFPEN sera très heureux de contribuer au développement de votre industrie des hydrocarbures et met à la disposition de votre pays son expertise, ses technologies et sa capacité de formation, en particulier dans le cadre de la création de l'Institut national du pétrole et du gaz du Sénégal. Avec la découverte de gaz et de pétrole au Sénégal, il faut d'abord une planification avant toute action. Un besoin de conseil et d'accompagnement de ce groupe industriel performant. Nous avons besoin plus que jamais d'une bonne expertise pour accompagner cette nouvelle orientation de notre pays. Nous avons besoin de ressources humaines de qualité dans tous les secteurs et ce sont des secteurs complexes. Placé parmi les 100 organismes les plus innovants au monde, l'IFP a signé une lettre d'intention avec le comité d'orientation stratégique Pétrogaz. Elle est relative à toute la chaîne pétrolière et gazière. L'Institut a également remis au président Macky Sall une médaille de son prix Nobel de chimie, tout comme un diplôme d'honneur. Puis le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables invite la jeunesse à davantage faire le choix des sciences et techniques. Thierno Alassane Sall, que vous allez entendre, indique la voie aux étudiants afin de permettre au Sénégal de garder son autonomie dans le cadre de la valorisation de ses ressources. Nous allons très rapidement, à travers le COS, le ministère de l'Enseignement supérieur, les autres ministères de l'Industrie qui sont concernés, essayer de trouver ensemble les meilleurs types de formation adaptés à la situation du Sénégal. La présence ici marque la volonté du Sénégal de s'approprier les meilleures technologies. On est dans un monde qui a plus que jamais été gouverné par le savoir et la connaissance. Notre retard vis-à-vis des pays développés, c'est surtout un problème d'organisation, de planification et de maîtrise des meilleures technologies. Et les découvertes de pétrole et de gaz nous offrent des perspectives nouvelles. C'est de cela qu'il s'agit. C'est aussi une invite répétée aux jeunes Sénégalais, à la jeunesse sénégalaise. Cela se passera dans le domaine des technologies. Maintenant, pour nous en particulier, toutes les technologies liées au métier du pétrole et du gaz constitueront un défi à maîtriser pour notre souveraineté. Le président de la République dresse son bilan positif de sa visite en France avec les différents accords signés. Il reste à organiser le cadre d'intervention pour renforcer les relations déjà excellentes entre le Sénégal et la France. Nous écoutons le président Macky Sall. C'est une visite qui a été extrêmement... Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le président Macky Sall salue la qualité de l'organisation de sa visite d'État en France. Au-delà des différentes rencontres avec les autorités françaises, le chef de l'État se félicite de la signature de plusieurs accords pour le développement du Sénégal. Le président de la République a visité l'Institut français du pétrole où il a fait une spécialisation il y a plus de 20 ans. Classement API, le ministère de l'économie, des finances et du plan, deuxième sur la liste de Africa Performance Index. Le Sénégal qui obtient également la note B+, de l'agence Standard & Poor's. Deux faits qui marquent la fin de l'année 2016 et qui sont au menu de la rubrique économie de ce jeudi. Goût et couleurs autour d'un sapin à quelques jours de Noël. L'offre est adaptée au choix de chacun, synthétique ou naturel. La plante que l'on se plaît à décorer a des vertus thérapeutiques qui font également courir les clients. À suivre tout cela dans le reportage du jour. Bienvenue à tous. Macky Sall à l'Institut français du pétrole. Le chef de l'État retrouve l'IFP plus de 20 ans après. L'ancien étudiant de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a fait une spécialisation dans cet institut, revient ainsi sur ses pas avec une kyrielle de souvenirs. Aboubakri Kane. Plus de 20 ans après,
C'est avec beaucoup d'émotion que le président de la République est revenu à l'Institut français du pétrole, devenu depuis juillet 2010 IFP Énergie Nouvelle. C'est beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions aussi de revoir ce bâtiment de l'école où j'ai fait une spécialisation après ma formation à l'Institut des sciences de la Terre de Dakar. Il y a plus de 2 décennies que l'étudiant, sorti de l'Institut des sciences et de la Terre de l'UCAD, venait approfondir ses connaissances à Paris. Un de ses professeurs se souvient encore de son passage à l'IFP. Je me souviens très bien de lui.